Bon, d'abord, Monsieur Bougala, félicitations pour votre exposé. Bon, je passe le premier parce que, visiblement, je suis la minorité de couleur ici. Donc, passant le premier, j'ai des chances d'exprimer quelques petites choses. Bon, revenir... Géostratégie africaine. L'Afrique est un continent, mais l'Afrique est tellement diverse. Bon, j'accroche à ça, mais Madagascar, c'est pas Tanger, et puis c'est pas Dar es Salaam. En ce qui concerne Léopold Senghor, il y a bien longtemps, avait imaginé la création d'une fédération. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Maintenant, vous parlez de ça et c'est extrêmement intéressant. Mais où commencer? Alors là, c'est le grand problème, parce qu'il faut commencer chez soi. Je connais un peu le Cameroun, mon épouse est camerounaise, et c'est là où je me demande comment commencer. Par exemple, vous prenez les équipes de football, hein, les lions indomptables. On en arrive maintenant, enfin depuis longtemps, que l'entraîneur, souvent, est un Européen. Parce que pour un Bamileke commander un Boulou, c'est très difficile. Alors, à votre avis, la question est simple, comment pourrait-on commencer? Vous êtes Camerounais en partant du Cameroun. Merci. Moi, j'aurais une petite question. C'est que pour moi, l'Afrique est divisée, comme M. Avam l'a dit. Mais moi, je fais partie de l'Afrique lusophone. Donc, on n'a pas la même mentalité que l'Afrique anglophone, qui est francophone aussi, et qui est hispanophone, sans oublier la Guinée équatoriale. Puis il faut aussi, j'aimerais savoir que pourquoi nous autres Africains, on n'apprend pas à nos jeunes, nos zéros africains? Pourquoi c'est seulement Martin Luther King et puis Malcolm X? Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Merci. J'ai noté quelques phrases très importantes que le professeur Bougala a avancées dans sa théorie et dans son exposé, notamment la déconstruction du mensonge du système dominant. Et je prends à propos, à témoin, l'intervention de tantôt, où le système veut nous faire croire que par nous-mêmes, n'est-ce pas, nous ne pouvons rien faire. Dans votre exposé, vous montrez que, concrètement, votre pragmatisme vous amène sur le terrain et à partir de vos expériences du terrain, on peut vraiment construire. Ma question est la suivante. Vous avez mis complètement de côté le facteur religieux. Hein, et je prends encore la première intervention de tantôt sur notre mentalité qui a été acquise, n'est-ce pas, à travers cette colonisation religieuse d'abord, n'est-ce pas, pour aujourd'hui nous rendre esclaves du système dominant. Alors je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé, vous professeur Bougala, que la déconstruction dont vous parlez ne serait-elle pas d'abord religieuse avant d'être économique? Voilà ma question. Bonjour, moi mon nom c'est Barambeng, je suis sénégalais d'origine. Pour commencer, je n'ai que des félicitations à vous adresser. Les objections qui ont été soulevées jusqu'à maintenant m'amènent à me poser la question suivante. C'est quand monsieur dit Madagascar, Tananarive, c'est pas Tanger, c'est vrai. Comme Stockholm, c'est pas Athènes. Et si on est bien imprégné de ce que M. Bougala a dit, la question qui se pose, c'est toutes les fissures qu'on essaie de créer, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan territorial, quoi qu'on veut, et sur le plan linguistique, sommes-nous prêts à passer par-dessus les divisions possibles? Sommes-nous prêts à mettre les efforts nécessaires pour faire de l'Afrique
un continent uni, comme les Européens tentent de faire de l'Europe un continent uni. C'est la seule question pour moi qui soit pertinente, parce que nous ne sommes pas des incapables. Monsieur Pougala a sorti vraiment beaucoup de possibilités qu'on pourrait exploiter si nous, comment dirais-je, nous enfilons notre robe ou notre toge africaine. C'est comme ça que je vois ça, moi. Je n'ai pas d'autres objections à vous apporter. Je pense que moi, j'ai lu Géostratégie africaine, n'est-ce pas? C'est un camarade, un ami africain, et je souligne en passant qu'ici au Québec, moi ça fait longtemps que je suis ici, les deux communautés qui se sont le plus entendues, c'était la communauté africaine, sénégalaise et camerounaise, comme je vois assis côte à côte, M. Pougala et Abdelaziz Fall. Je suis extrêmement content d'être ici, parce que j'étais au 67 Côte des Neiges où j'avais une réunion, et quand j'ai vu l'information affichée, je devais y participer parce qu'un ami, Michel Madiba, qui est camerounais, m'en a parlé dans le cadre du travail, et je m'étais engagé à faire partie de l'organisation, sauf que, bon, comme il ne m'en a plus reparlé, je ne savais pas que vous étiez là. Mais aussitôt que j'ai vu l'information affichée, je me suis dit, plutôt que d'aller à cette réunion-là, je vais aller là. Mais merci. Alors, merci beaucoup de ce que vous nous avez apporté. Pour commencer, où commencer la Fédération africaine? Ces jours-ci, j'ai eu à conclure qu'en Afrique, le tribalisme tel qu'elle n'existe pas. J'ai parcouru le Cameroun de nord au sud. Partout, les villageois voulaient savoir comment on résout leurs problèmes. Ils ne voulaient pas savoir d'où je venais. J'avais dans mon équipe des gens qui venaient d'autres pays africains. Jamais on nous a demandé de quel pays tel venait. Donc dans l'ensemble, les Africains n'ont pas ça. C'est quand j'ai dit tout à l'heure, le modèle démocratique a fait que des politiciens médiocres ont fait ce qu'on fait d'habitude dans le système, c'est-à-dire qu'on divise les gens. Cette division n'existe pas. Mais c'est plutôt le système qui a inventé une division qui n'existait pas. On nous a poussé en disant justement qu'il fallait d'abord fédérer tel ou tel. Non, parce qu'on a créé le CEMAC, on a créé la CEDEAO, et on se rend compte que la CEDEAO a une ambassade à Bruxelles, tel a une ambassade à Bruxelles, mais attention, Bruxelles, c'est 27 pays. Et lorsque on fragmente les pays africains, ça veut dire qu'on fragilise l'Union africaine. À partir du moment où des ensembles de pays se réunissent, on fait un doublon. Parce qu'on va débattre 2, 3, 4 fois dans des instances sous-régionales avant d'arriver au niveau de l'Union africaine. Nous croyons aux ancêtres, nous croyons à des dieux qui surveillaient l'œuvre du chef. Et donc le chef ne pouvait pas abuser de ses pouvoirs dans des sociétés qu'il faut dire étaient inégalitaires. Personnellement, je ne suis pas pour un retour nostalgique au passé, je suis pour l'égalité. Je suis pour l'égalité de nos sociétés, je suis pour une démocratie populaire, je suis pour l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc je regarde avec beaucoup de circonspection le retour des chefferies. Je sais que Kadhafi a été le chef des chefferies africaines et ça, il y a une sorte de nostalgie à les ramener. Je crois que les chefferies sont aussi par essence inégalitaires. Dans mon projet, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent dans cette sauvegarde de l'authenticité. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se massent, donc je m'excuse d'être trop long. Allons-y, s'il vous plaît. Peut-être vous identifier, ça aide à la question. Voilà, tout à fait. Si vous pouvez vous identifier, puis poser votre question, ce serait apprécié. Court, bien sûr, s'il vous plaît. On va essayer de faire court, c'est pas facile. Doumbabé Toté, à quoi c'est mon nom? Doumbabé Toté, à quoi c'est mon nom? Je n'ai pas de questions à proprement parler. J'ai un ou deux commentaires à faire. Il vous est loisible. Et vous avez la latitude après de donner votre point de vue ou pas, de commenter les commentaires comme dirait quelqu'un. J'espère que vous n'allez pas faire comme vous. Voilà. Donc, globalement, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Et sans trop rentrer dans les détails, je me rends compte que, alors je caricature bien sûr, vous faites de l'Occident en quelque sorte le responsable de tous les maux de l'Afrique.
je caricature, je suis d'accord, mais j'ai du mal à abonder dans votre sens pour la simple raison que, vous l'avez dit vous-même, nous sommes en guerre. Alors, à la guerre comme à la guerre, l'Occident utilise les armes qui sont les siens, aux Africains d'utiliser les armes qui sont les leurs. Personnellement, je trouve, révoltant que les Africains passent leur temps à mettre sur le dos de l'Occident leurs problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qui manque selon moi à l'Afrique, c'est le sens de l'intérêt général. L'Afrique est en guerre, c'est vrai, mais pas contre l'Occident, c'est contre l'Afrique. Autrement dit, que ce soit nos dirigeants, que ce soit le citoyen ordinaire, ne posent pas des actes qui vont dans le sens du développement de son pays, de son continent. L'égoïsme, les égoïsmes sont exacerbés, on n'a qu'à voir les détournements massifs de fonds. Bref, la solution ne se trouve pas, ne passe pas par la lutte contre l'Occident, mais passe par une lutte, pour ainsi dire, contre nous-mêmes. Nous creusons nous-mêmes notre propre tombe. Encore une fois, c'est de bonne guerre, l'Occident défend ses intérêts, à nous de défendre les nôtres. Deuxième commentaire, vous faites la part belle à la Chine, vous parlez la Chine de toutes les vertus dans votre ouvrage. Si vous rejetez l'Occident pour faire de l'occidentalisme avec la Chine, donc de l'occidentalisme sans l'Occident, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Mis à part le fait que les Chinois n'utilisent pas des armes pour nous dominer, si vous nous poussez dans les bras de la Chine pour qu'on ait le même résultat qu'avec les Occidentaux, je ne vois pas très bien où est la voie de l'avenir que vous tracez. Je pense que nous devons nous prendre en main. Nous ne devons compter ni sur l'Occident, ni sur la Chine. Et le professeur Fall l'a dit très bien en disant qu'il compte sur nous-mêmes pour nous sortir de notre condition. Voilà globalement ce que j'avais à dire. Merci. On passe au deuxième, s'il vous plaît. Et on a du monde. Mwengo, Cameroun Voice. En fait, ma question, quand je regarde les idées que vous prônez, vous demandez un genre de développement personnel et tout, vous nous demandez d'être conscient. Ce que je vais attirer votre attention sur un point. Vous n'êtes pas le premier Africain qui le fait. Je rentre dans l'histoire. Quand on regarde l'histoire de gens comme Thomas Sankara, quand on regarde son documentaire, on regarde qu'il avait des idées comme ça. Il a eu même l'occasion d'aller jusqu'à un niveau élevé de l'État et il a essayé d'inculquer ça. Et ça s'est terminé par quoi? Par la mort, c'est-à-dire par l'assassinat. On regarde des personnes comme Patrice Lumumba, qui l'ont essayé à leur manière et qui ont laissé leur vie. On regarde des personnes comme Kadhafi, qui a essayé, même s'il n'était pas parfait, à proposer des idées sur le fédéralisme et qui a fini par perdre la vie. On se rend compte que le dénominateur commun de tous ceux qui veulent le développement, de tous ceux qui veulent vraiment faire avancer l'Afrique, c'est la mort. La mort, ça veut dire quoi? En face d'eux, il y a une armée, il y a des personnes qui utilisent des méthodes fortes pour les mettre. Moi, je me pose la question, est-ce que nous ne devrons pas commencer d'abord par devenir forts, c'est-à-dire adopter des techniques de défense qui va faire que, en cas, c'est-à-dire on se protège et après on commence à réfléchir comment on va faire pour se développer sans avoir peur que le voisin va venir défoncer la porte. Est-ce que vous êtes pour l'idée de défense? Si oui, comment est-ce que vous comptez? Comment les Africains peuvent mettre une stratégie de défense sans que les autres brisent cette stratégie au premier coup? Merci. Merci. Allez-y. Oui, allez-y. Il y a combien de personnes? Merci et félicitations d'abord aux organisateurs et à nos deux conférenciers. C'est un honneur d'être ici avec vous cet après-midi. Je m'appelle Bébé Kongolo. La question du tribalisme m'interpelle et m'a toujours dérangé. J'étais très surpris de votre réponse que je trouve, ou de votre présentation que à M. Pougala, au professeur Pougala, que j'ai trouvé simpliste sur la question du tribalisme. Je vais poser une question qui s'adressera peut-être à ce sujet plus spécifiquement au professeur Fall. Vous parlez souvent d'élite Compador quand vous faites référence à l'élite africaine, telle que nous la voyons. Dans ma vision, il y a un côté positiviste dans la notion d'élite. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-on dire donc qu'en Afrique, au moins, la question du tribalisme est une question qui
qui est centrale dans l'élite africaine, parce que les divisions tribales, pour ne citer que le Rwanda, ou d'ailleurs pour parler du Cameroun dont je suis aussi originaire, beaucoup de Camerounais pensent que s'il y a eu un glacis politique au Cameroun aujourd'hui, une incapacité de changement, c'est parce que les tribus ou le fait tribal a été instrumentalisé par nos élites. Je veux que peut-être qu'on voit un peu le rôle des élites et l'utilisation qu'ils font des tribus pour contrôler nos sociétés. Maintenant, professeur Tupugala, dans la perspective aussi de ce que disait l'un de mes prédécesseurs, vous ne nous avez pas assez parlé de votre concept de Chine-Afrique. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut aller encore deux questions peut-être pour vous? Ok. Les deux suivants, puis après on va faire encore une coupure. Même si je signale au risque de, comme toujours, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc même dans vos questions, faites court. Je vais aussi inciter nos panélistes à faire court, s'il vous plaît. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler. Félicitations aux conférenciers, s'il vous plaît. Je vais intervenir sur à peu près 2-3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord dire que le modèle chinois, c'est un modèle d'un peuple qui n'est pas basé sur la force, c'est un peuple travailleur, un peuple déterminé par leur travail, par leur sacrifice au travail, pas par les armes. Le modèle européen, c'est un modèle basé sur la force, comme a dit l'interlocuteur tout à l'heure, basé sur la force, sur l'arme, sur tout ce qu'ils peuvent avoir comme pouvoir pour essayer de prendre ce qu'ils peuvent prendre. Alors, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Afrique depuis des lustres. Et ce que les Africains ont pu faire jusqu'à date, ils ont pu résister, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien du tout. Ils ont pu résister comme ils ont pu, mais je pense pour ma part que l'histoire est irréversible. Aujourd'hui, la situation est en train un tout petit peu de changer. J'ai lu il y a à peu près 2 mois sur Internet que l'économie du Cameroun n'est plus complètement tournée vers la France et que leur balance commerciale entre la France et le Cameroun a été renversée au profit de la balance commerciale entre la France et le Nigeria. Je pense que la situation est pratiquement irréversible aujourd'hui. Le peuple africain a pu avancer comme elle a pu, avec les forces qu'elle avait. Malheureusement, on avait, n'est-ce pas, nos aïeux, nos pères, peut-être qu'ils étaient un tout petit peu lâches, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, se sacrifier au-delà peut-être de ce qu'ils avaient. Ma dernière intervention porte sur le problème religieux. À mon avis, c'est un problème suffisamment délicat pour être abordé sur une table pareille. Je pense qu'il ne faut pas que je sois, je ne sais pas, hindouiste, que je sois de la foi bahath, chrétien ou ainsi de suite, pour que je puisse, pour que mon frigidaire soit plein. Pour que mon frigidaire soit plein, il me faut travailler sans lasse. Les Chinois aujourd'hui sont les premiers sur le plan mondial parce qu'ils travaillent énormément. À mon avis, le problème religieux sur ce plateau, à mon avis, vraiment est suffisamment délicat. Les Européens ont utilisé le côté négatif de la religion pour nous présenter une facette qui a servi comme appât pour eux, pour nous asservir. Moi, je crois qu'il faut peut-être voir ça sur cet angle-là. Et les Africains ont mordu, ils ont avancé. À mon avis, le problème religieux ici est un problème assez délicat. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, et puis on permet à nos panélistes d'y répondre. Merci. Oui, je me présente. Mon nom est Nelewane. Déjà, merci à nos illustres invités. Monsieur Pugala, justement, j'avais déjà reçu votre livre avant que vous n'arriviez. Donc, je l'ai lu d'un trait. Et j'ai trouvé vos textes assez intéressants, mais déjà ma première interrogation, c'est que je n'ai pas trouvé suffisamment de références. Donc il y avait beaucoup d'informations, mais je cherchais aussi les sources de ces informations. Malheureusement, il n'y en avait pas assez. Et l'autre chose, ça a déjà été dit ici, tout ce qui a été dit dans votre livre sur la Chine, donc la Chine, l'ami de l'Afrique, aucun Africain qui est tombé sous les balles sous les balles de la Chine. Donc moi je dis ça c'est une façon, c'est une vision qu'il faut revoir encore, parce que lorsqu'on voit un peu tous les dommages de la Chine en Afrique aujourd'hui, donc beaucoup de paysans qui sont dépossédés de leurs terres, notamment au Cameroun en ce moment,
Donc beaucoup de paysans qui perdent leur moyen de production. Et lorsqu'on voit la petite économie également en Afrique qui est complètement dilapidée par l'invasion chinoise, donc je dis il y a encore matière à se questionner. Donc ceux qui sont passés avant moi se sont interrogés, je m'interroge aussi sur cette diplomatie chinoise que vous encensez tant et dont une certaine critique a trouvé que vous étiez un peu peut-être l'émissaire de la Chine. L'autre chose aussi que je veux évoquer ici, c'est la question du panafricanisme, mais en fait comme développement de l'Afrique. Moi, l'idée du panafricanisme, je souscris un peu ici à un développement par la liberté. Hein. Le concept que Amartya Sen a développé tantôt pour dire, en fait, pour nous développer en Afrique, la première des choses, ce sera de s'approprier nos propres libertés. Et puis, je pense que lorsqu'on n'aura pas encore, on ne se serait pas encore libéré de ces chaînes et qu'on ne se serait pas approprié nos libertés, on ne peut pas parler de développement. Et c'est une liberté qui doit déjà s'acquérir de l'intérieur parce qu'il y a une certaine élite intérieure qui s'est déjà accaparée, comme on l'a dit tantôt, qui s'est accaparé tout le pouvoir. Donc, il faudrait déjà se libérer de cette chaîne-là, premièrement, et puis achever la décolonisation qui ne s'est pas faite. On nous a parlé d'une certaine décolonisation, mais elle ne s'est pas encore faite, et l'achever également. Merci. Merci beaucoup. Ma question a deux volets. La première question, j'aimerais d'abord vous féliciter, M. Pougoula, pour toutes les réflexions que vous partagez avec nous sur le web. Ça nous inspire beaucoup. Et la première question, ça porte encore sur la Chine. On constate qu'il y a une augmentation rapide des investissements chinois au Cameroun, comme partout d'ailleurs en Afrique. À la fois, on constate aussi que ce n'est pas suivi d'un transfert de technologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme coopération entre les universités chinoises, les universités camerounaises. On se demande bien qui va assurer la maintenance de ces investissements. Est-ce qu'on va toujours quitter d'une dépendance vers l'Europe, vers une dépendance complète vers la Chine? On sait quand même que la Chine a connu aussi une révolution technologique avec les investissements européens en Chine qui a été accompagné d'un transfert de technologie. Les Chinois ont carrément exigé aux Européens, avant d'avoir nos marchés, vous devrez employer du personnel chez nous, faire des centres de recherche et développement en Chine. Et aussi, en même temps, il n'y a pas comme création d'emplois. C'est encore des Chinois qui viennent occuper les postes. Est-ce qu'on peut faire un développement sans associer les Camerounais? Donc la question, c'est quelle leçon on peut tirer de l'expérience chinoise pour la transposer chez nous? Deuxième volet de mon intervention, ça porte sur les projets que vous avez évoqués ici, que vous expérimentez en Afrique. Un problème aussi qu'on constate en Afrique, c'est un problème culturel. C'est-à-dire, prenons un exemple simple. Les villageois peuvent cotiser de l'argent, celui qui va le gérer peut bien le détourner. Est-ce qu'il ne faut pas déjà former les mentalités avant de déployer ces projets? Merci. Merci, on passe au suivant. Bonjour, mon nom est Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise et je suis auteur du livre « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé ». J'ai suivi votre intervention et il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est « penseur ». Dans mon livre, j'ai consacré tout un chapitre sur ce point. Je crois qu'en Afrique, il y a des penseurs, mais de quel genre de penseurs? Je crois que quand le cadre de référence est extra-africain, le raisonnement et tout ce qui vient avec sont extra-africains. C'est-à-dire vous aurez des économistes qui vont penser le développement à la manière occidentale, vous aurez des politiciens qui vont penser le mode politique à la manière occidentale en parlant de démocratie comme vous l'avez fait. D'ailleurs, j'aime bien cette démystification. Je crois, pour moi, j'ai toujours dit que le salut de l'Afrique passe par la décolonisation des esprits. Il y a trop de fausses évidences insérées dans le mécanisme psychique de beaucoup d'Africains. Et je suis souvent surpris, des fois, quand j'entends des Africains, par exemple des penseurs africains, qui parlent contre l'Occident, mais qui disent à leurs enfants que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comme si les Amérindiens n'existaient pas avant l'arrivée de Christophe Colomb. Voilà comment des fausses évidences ont été insérées dans la tête des Africains, au point qu'ils pensent le monde à travers les canons, sans s'en rendre compte de la culture occidentale qui a falsifié l'histoire à son intérêt. Là, je veux rapidement
entamer le cas de la Chine, parce que là, je suis en train de travailler sur un livre sur Kadhafi, et je pense qu'il y a une approche que je trouve un peu biaisée dans le cas de la Chine. Pourquoi je le dis? Parce que, pour moi, la Chine n'est pas en guerre contre l'Occident. C'est plutôt le capitalisme gourmand et criminel qui est confronté à ses propres contradictions. C'est-à-dire, comment comprendre que cet Occident combat la Chine et délocalise ses propres entreprises pour aller l'installer dans la Chine. Et la Chine est devenue ce qu'elle est en faisant travailler comme des chiens ses propres enfants. La Chine fournit à l'Occident des esclaves des temps modernes qui font de la société occidentale ce qu'elle est aujourd'hui. Le problème de l'Occident envers la Chine, elle est plus idéologique, c'est-à-dire qu'il y a l'Occident se pense supérieur et il est confronté à une réalité. Accepter une Chine qui lui fournit des esclaves de temps modernes en même temps qu'elle conteste son hégémonie sur le plan mondial. Que pensez-vous de cela? Merci, Monsieur Mbeko. On passe à la prochaine question. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Yacoubou. Je vais aborder à peu près dans le même sens que mon prédécesseur. Plusieurs choses m'ont frappé autour de vos interventions. Déjà, félicitations pour la conférence. Mais essentiellement, deux aspects ont retenu mon attention. La première chose, vous avez dit à un moment donné que les Africains ne pensent pas. Quelque chose de ce genre. Vous avez dit que les Africains ne pensent pas. Ou ne... Il n'y a pas de pensée en Afrique, justement. Il n'y a pas de pensée en Afrique. Je me suis senti vraiment insulté parce que je me demande... Est-ce que ce n'est pas le même discours des Occidentaux que vous semblez dénoncer, que vous épousez à ce moment-là? Sinon, où est passé Cheikh Anta Diop? Où sont passés les Chundian Poemi? Où sont passés les Nkrumah et j'en passe? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. La deuxième chose, c'est le modèle de développement même que vous proposez. Selon vous, dans le plan d'action que vous donnez, le chantier majeur devrait être la technologie, donc former les ingénieurs. Selon vous, ce serait ça le premier chantier. Moi, je me demande, vous avez vous-même reconnu, et c'est quasiment reconnu de manière universelle par toutes les sociétés savantes qui pensent, qui réfléchissent sur les problèmes de l'Afrique, c'est que si l'Afrique a été battue, c'est sur principalement deux plans, le plan culturel et le plan religieux. Est-ce que le premier chantier à ce moment-là ne devrait pas être le plan culturel, le chantier culturel, le chantier religieux, c'est-à-dire à ce moment-là, favoriser les formations comme l'anthropologie, parce que vous allez voir, moi-même je suis ingénieur, je vous parle, mais c'est après avoir fini mon doctorat en génie mécanique que j'ai commencé à lire, à comprendre c'est quoi le problème de l'Afrique. Vous allez voir, vous allez avoir des ingénieurs qui ont fini tous les cursus et ne sauront rien de l'Afrique, ne sauront rien de l'histoire de l'Afrique, de la vraie histoire de l'Afrique, pas celle présentée par les Occidentaux. Donc à ce moment, est-ce que le premier chantier ne serait pas, par exemple, d'imposer une formation minimale en sciences sociales, en sciences humaines, dans les universités ou même au niveau des lycées, avant de penser à l'aspect technologique, parce que à quoi ça sert un ingénieur qui fabrique une bombe qui va exploser contre son peuple? Merci. Merci, Monsieur Yacoubou. Pierre-Marc Ngamaleu de la Jeune Chambre de commerce camerounaise du Canada. Ma question a deux volets. Le premier volet concerne ce que vous dites parce que vous encensez la Chine. Je reviens encore là-dessus, c'est revenu plusieurs fois dans cette salle. Je soutiens, je suis tout à fait d'accord avec vous du modèle de développement que vous avez commencé à faire, à part le développement autocentré, qu'Ahidjo faisait depuis qu'il avait accédé au pouvoir, à savoir ce que vous proposez dans des villages, des constructions. Mais on observe dans les villes des Chinois qui s'investissent dans l'informel chez nous, qui vendent même jusqu'à faire des beignets que nos mamans font pour concurrencer. Alors je reviens à ma question qui est simple. Comment comptez-vous donc mettre ce développement autocentré sur pied dans les villages et empêcher les Chinois qui vont venir les concurrencer en créant les mêmes sociétés comme ils le font dans l'informel? Ma deuxième question, c'est quelque chose qu'on a oublié tout dans la soirée, à savoir la monnaie. Vous êtes un économiste, vous savez que
On peut parler du développement du Cameroun, du développement de l'Afrique, si on oublie ce que c'est que la politique monétaire, c'est qu'on ne va pas avancer d'un pouce. Et si les Chinois sont aujourd'hui en avance, c'est parce qu'ils savent comment essayer de manipuler leur lien, leur monnaie, le yen, en fonction de la balance commerciale. Je ne vous apprends rien en disant que les États-Unis sont à chaque moment très fâchés de la Chine et accusent la Chine de faire baisser leur monnaie et de remonter leur monnaie comme ils le font. Ce qu'ils le font aussi et qui ne le disent pas, ce que les Européens le font aussi. Comment l'Afrique va-t-il s'en sortir sans avoir une monnaie, sans avoir mis sur place cette monnaie que Kadhafi soutenait avec ce qu'il voulait créer, le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine qu'il voulait mettre sur pied. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle François Depeniou. Je vous ai beaucoup suivi sur Facebook, surtout votre dernier voyage au pays, et j'étais intéressé par les projets que vous développiez là-bas. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un système de financement qui permette que, par exemple, moi, si je suis électrique et que je veux faire quelque chose, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse contribuer? Et je me rends compte aussi qu'il y a plein d'argent qui circule dans les tontines au pays. Est-ce qu'il n'y a pas un système qui pourrait permettre à ce que ces tontines-là soient comme des investisseurs dans ces projets-là, quitte à ce que ça leur retourne les sous, au lieu que l'argent ne sorte dans les tontines que pour les funérailles, les enterrements et tout le reste? Et pour rebondir à la question de l'intervenant tout à l'heure qui disait que le yen chinois était très bas, j'ai une application de iPad. Quand tu compares la monnaie chinoise et la monnaie japonaise, le yen japonais est encore plus faible que le yuan chinois, mais on n'entend jamais dire que le Japon manipule sa monnaie. Et pour la question de l'autre qui disait qu'il fallait qu'on enseigne d'abord l'histoire avant de passer à autre chose, je me dis on peut faire tout en même temps. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question carrément de notre séance. Bonsoir, mon nom est Jean Watchin et je remercie les panélistes et le professeur Pougala pour son brillant exposé. Pour ne pas trop répéter mes prédécesseurs, ma préoccupation était sur 3 volets. Oui. Le premier volet, c'était au niveau de l'éducation. Parce que nous savons, au niveau de l'éducation, tout ce que nous avons appris à l'école, c'est l'histoire occidentale. Je pense qu'il serait temps pour nous, Africains, aujourd'hui, de conscientiser un peu nos dirigeants pour qu'ils instaurent l'histoire de nos pays à l'école pour que nos enfants connaissent l'histoire. Parce que le véritable problème part de là. Le deuxième volet, c'est l'état de dépendance. Nous avons constaté que dans nos pays, on est venu avec la religion endormir le peuple. Parce que l'histoire nous apprend que les Africains sont habitués à passer leur temps à prier dans des églises et oublier qu'ils doivent travailler pour pouvoir s'en sortir. La preuve en est, vous n'avez qu'à voir la prolifération de ces églises dans nos pays aujourd'hui, où à chaque maison, il y a une église qui s'ouvre. On nous entretient dans un état de dominance, de dépendance, avec des marionnettes qu'on a placées dans nos États, qui font l'apologie de tous ceux qui sont venus nous enseigner que c'est à travers la religion, c'est à travers les prières que nos problèmes peuvent se résoudre. Je pense qu'il est temps pour nous aujourd'hui de passer le cadre des discours. Il y a mon prédécesseur qui a parlé du franc. Vous êtes sans vous oublier que toute l'Afrique sud-saharienne est dépendante du franc français. Je ne parle même pas de l'euro. Parce que le franc CFA jusqu'aujourd'hui est lié à la Banque centrale française. Et s'il arrive que nous, Africains, aujourd'hui, nous ne créons pas une monnaie, ou bien qu'on ait une monnaie commune qui puisse nous permettre de développer notre économie, quels que soient les beaux discours, la conscientisation qu'on aura, on ne s'en sortira jamais. Et ma question, c'était de savoir quelle est la stratégie que vous adoptez pour que, au niveau
ne serait-ce que du peuple, parce qu'il ne faut pas parler des hommes de pouvoir, parce qu'ils ont déjà montré leur faiblesse à ce niveau, ils ne pourront rien faire. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'à un moment donné, qu'on prenne le temps à conscientiser les gens pour que la jeune génération pense à être indépendant de cette monnaie, du franc français? Je ne parle pas de l'euro. Merci à vous. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai 2 points à soulever, 2 points que vous avez mentionnés, notamment l'Afrique où l'Africain devait être espion. Être espion pour qui et pourquoi? Je pose la question parce que on dit en principe, quand tu voyages, tu vas à l'étranger pour apprendre et pour ramener chez toi, enrichir ta culture. Chez nous, nos cultures, en fait, je parle de culture politique, on n'a même pas de société de droit. Si on ramène des idées, à quelle trahison on se soumet ou on s'expose? Hein? On ramène des idées, les mêmes idées qui devaient nous enrichir. Au lieu de nous enrichir, vous allez le prendre et les donner à un Italien, à un Français, à un autre. Ça, c'est la première question. Comment peut-on encadrer cet espionnage-là pour que ce qu'on ramène serve à nous développer? Premier. Deuxième, vous parlez de développement autocentré. Je me souviens dans les années 60, M. Falilou Khan a dit que l'Afrique ne pouvait se développer que si elle se barricadait, elle s'emmurait. Il fallait s'entourer de clôtures. Ce que la Chine a fait d'ailleurs, qui lui a réussi. Aujourd'hui, la Chine est une puissance. Alors que nous ne sommes même pas en train de fabriquer notre houe. Que peut-on faire dans ce sens-là pour faire le développement autocentré? Merci. Je ne vous cache pas que ma position demeure très simple. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de développement en Afrique sans développement autocentré. L'exemple chinois est probablement le meilleur exemple. La Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas réussi un développement autocentré. La première exigence était sa capacité de s'auto-nourrir, ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, et non pas la souveraineté alimentaire telle que le jargon des ONG le distille aujourd'hui. La souveraineté, c'est la capacité d'avoir un revenu pour pouvoir acquitter une alimentation qu'on pourrait par exemple importer. Sur cet enjeu, il y a, je l'avoue, des points de vue très différents dans la présentation qui vient d'être faite et ma propre position. Il y a, au niveau de l'économie, 2 conceptions diamétralement opposées. Il y a celle qui préconise la génération de la richesse et il y a celle qui préconise la génération du bien-être. Ces 2 écoles de pensée vont donner 2 formes différentes de perception de projets de société. La Chine a opté non pas sur la génération de richesse, mais d'abord sur la génération du bien-être, c'est-à-dire une option de type socialiste. L'option de type socialiste est une option égalitaire. La Chine a réussi d'abord l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire nourrir 1 milliard de personnes, alors que tout lui imposait le contraire. Ensuite, elle a procédé à un système très différent de ce qui se faisait à l'époque dans la question du transfert de technologie, c'est-à-dire la substitution des importations en Amérique latine ou le transfert des usines clés en main telles que l'Algérie l'a fait. Elle va moderniser à partir de son propre artisanat, à partir des villages et des campagnes, des biens d'équipement. Petit à petit, va sous-traiter comme usine du monde la plupart des produits frappés d'obsolescence sans brevet que l'Occident ne voulait pas produire parce qu'elle avait une main-d'œuvre abondante. Et ce n'est que lorsqu'elle a pu en fait construire un marché de biens de consommation de masse que la Chine a pu à ce moment-là, après cette déconnexion, reconnecter en position favorable dans l'économie mondiale. Dans le cas de l'Afrique, nous ne sommes pas autosuffisants du point de vue de l'alimentation parce que nous sommes restés enfermés dans l'ancienne division internationale du travail, c'est-à-dire spécialisés en matières premières agricoles et en matière minérale. Cet enfermement, il se perpétue encore aujourd'hui. Et nos élites le perpétuent parce que c'est elles qui profitent du peu de devises qui est généré par cette distorsion de l'économie mondiale. Les penseurs africains ont très bien réfléchi à cette question-là. Et l'Afrique n'a jamais autant manqué de penseurs qu'aujourd'hui. Penseurs dans le sens critique, quoique il a existé
plusieurs penseurs que beaucoup d'Africains ne lisent plus et qui sont des précurseurs de l'ère d'aujourd'hui. En même temps, il y a le paradoxe qu'il y a plusieurs penseurs, plus qu'avant, mais qui ne sont pas suffisamment écoutés. Pourquoi? Parce que leur voix ne porte pas dans le concert des nations, parce qu'ils sont en marginalité, parce que leurs valeurs, leurs aspirations sont contraires à celles de l'ordre dominant. Le problème fondamental est que l'Afrique a, et c'est pour ça que dans mon optimisme il est très différent, c'est que l'Afrique va apporter à la mondialisation la réponse humaniste qui lui fait défaut. Nous avons encore une conception de la valeur d'usage que la valeur d'échange n'a pas. Or, le modèle dominant, le modèle de génération de richesse basé sur l'individualisme de type occidental que la Chine est en train de reprendre, et c'est là la grave erreur de la Chine. Car ce qui se passe en Chine, c'est aussi les germes d'une société de plus en plus autoritaire qui va se retrouver avec des milliardaires en nombre et une société de classe moyenne qui voudra avoir le point de vue et le mode de vie occidental, car la Chine s'occidentalise. Et c'est là le paradoxe des mandarins et de l'implosion possible de la Chine. Voilà pourquoi il faut faire très attention sur une image idéale de cette Chine. La Chine, l'Occident la craint. Mais quand je dis l'Occident, j'inclus y compris le Japon et la Russie, parce que même si la Chine a compris que stratégiquement il faut qu'elle s'allie à la Russie, elle sait que l'essentiel de ces pays, c'est-à-dire la triade, sont contre son projet. La grande différence justement avec la Chine et le reste de l'impérialisme, c'est que la Chine n'a pas de visée expansionniste militariste sur le continent africain, ce qui est le cas de l'impérialisme, notamment américain et occidental, dont l'OTAN et l'Africom est l'expression la plus achevée. Et c'est donc sur des terrains différents que la Chine compétit. Au niveau de la coopération, ce que les Européens ont fait au début, c'est ce que la Chine fait aujourd'hui. Avant, la coopération, c'était de type bilatéral, de pays à pays. Lorsque ça a échoué, c'est devenu multilatéral. Donc on a mis des institutions aux charges de veiller aux intérêts occidentaux. Lorsque ce système est tombé en panne et qu'on est rentré dans l'économie de la dette, on a désengagé l'État et on a privilégié le marché et la société civile. Et c'est comme ça que les ONG et tout le secteur privé est venu en place de l'État. Ce dont on a besoin en Afrique aujourd'hui, c'est d'États forts et responsables, d'États capables de défendre la veuve et l'orphelin, d'États capables de contenir les visées expansionnisme du capitalisme brutal. Or, le seul pays qui pouvait le faire, c'était l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a elle-même reconnu qu'elle a dû renoncer pour préserver les investissements à ce qu'on appelait le RDP, qui était le plan de reconstruction post-apartheid. Ils ont choisi le GAR, qui est un plan d'ajustement. Et donc, en le faisant, à l'instar de tous les autres pays d'Afrique, nous sommes rentrés dans une logique d'intégration au capitalisme. Ce que je préconise, c'est une défense très différente que j'appelle le panafricentrage, c'est-à-dire oser rompre un peu sur le modèle chinois en se déconnectant sélectivement du marché mondial et en privilégiant d'abord les classes rurales et les femmes. Ce choix n'est pas le choix de nos élites. Le choix qui est fait par les entrepreneurs, il est actuellement contesté par l'ordre biologique de la planète. C'est-à-dire que miser sur l'engineering, c'est une chose, mais c'est un engineering responsable. Car le problème, il est dans notre façon de produire et dans notre façon de consommer. Le biais, c'est que la modernité, telle qu'elle a été conçue, est tronquée. C'est-à-dire la modernité, aujourd'hui, les Occidentaux parlent d'ère postmoderne, on n'est même pas encore dans la modernité. La modernité, elle a été ouverte par les Lumières, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, sororité. C'est ça l'horizon. Il n'est atteint nulle part sur la Terre. Or, écologiquement, nous ne pouvons pas subir un rythme croissant de construction d'infrastructures basées sur l'énergie fossile. Il nous faut retrouver d'autres façons. Par exemple, un village africain, il a intérêt à fonctionner sur le biogaz, recycler ses propres déchets, recycler ses plastiques, avoir la capacité d'utiliser l'engrais qui sort de ce méthane pour remplacer l'engrais chimique. Or, ces tendances-là ne sont pas à l'ordre du jour. Elles ne sont pas à l'ordre du jour de l'Union africaine. Elles ne sont pas à l'ordre du jour de la plupart de nos élites. Et voilà pourquoi il est important de comprendre à la fois la géostratégie, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une recolonisation rampante. L'implosion du Soudan, de la Somalie et du Mali, la reconquête de la Côte d'Ivoire, le fait que nos États soient actuellement incapables de subir les pressions de cette convoitise interpelle notre jeunesse. Or, cette jeunesse, on lui a laissé les options, l'exil pendant les 20 dernières années. Donc, vous voyez le nombre que nous sommes à l'extérieur. Et les frontières de Schengen se ferment. Aujourd'hui, les Africains se tournent vers l'Argentine, vers le Chili,
Mais bientôt, les options des pôles d'archipel de prospérité se fermeront. Je sais que vous êtes pressé. Donnez-nous encore quelques minutes, s'il vous plaît. Bonsoir. J'aimerais, sous vos ovations, remercier le professeur Aziz Fall. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Merci au professeur Jean-Paul Pougala. Comme nous vous l'avons dit au début, cette conférence a été organisée avec la collaboration de Visa Africa et AS Grenet. Et pour AS Grenet, cette conférence s'inscrit dans notre quinzaine africaine qui continue avec un tournoi de soccer panafricain. On a invité la plupart des équipes africaines pour organiser un petit tournoi entre nous. Et se termine par une soirée de gala que nous organisons le 6 octobre 2012. Donc, c'est pour moi l'occasion ici de vous inviter tous à cette soirée de gala et aussi de vous retrouver tout le week-end dans notre terrain à Timmins, où nous organisons le tournoi entre les Africains. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de paroles, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve derrière pour un petit cocktail et je vous remercie pour votre déplacement. Merci et bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de l'entendre, nous vous attendons de l'autre côté de la petite muraille pour échanger, du petit mur, pardon, pour échanger un verre. Le professeur Pougala va rester assis ici. On va demander tranquillement de vous mettre en rang pour échanger pour la dédicace.